Bien, ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être là. On va essayer de ne pas trop vous endormir pendant la digestion. Écoutez, ravi d'être avec vous là pour ces 45 prochaines minutes. On va essayer de vous présenter un petit peu le sujet de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que si vous êtes là, c'est un sujet dont vous entendez parler tous les jours, hein, vous travaillez avec vos équipes. Et on va vous présenter aujourd'hui un petit peu la vision interne qu'on a chez Google de cette sécurité de la chaîne d'approvisionnement, donc à la fois sur le logiciel, on va dire classique, et puis on parlera un petit peu d'IA. Première précision, on va vraiment parler là de notre vision interne Google au sens large, hein. Alors on a au FIC un stand Google Cloud, hein, vous pouvez y passer avec plaisir. Là on est vraiment sur un contexte groupe sur ces notions. Donc cette chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas un sujet nouveau, hein, ça fait longtemps qu'on en parle, on a vu pas mal d'attaques sur le sujet, NotPetya, SolarWinds, Log4j, libxZ, on en reparlera un petit peu dans la présentation. Les systèmes d'IA aussi maintenant sont la cible de ce type d'attaque. Et donc on a développé, nous, chez Google, une approche là-dessus qui est un petit peu l'extension. Alors pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, on avait fait une première présentation sur notre vision un peu interne de ce qu'on appelle communément le Zero Trust, hein, donc vraiment ces notions de défense. Et vraiment, là, ça vient compléter cette vision-là sur la sécurité de nos chaînes logicielles. Alors, je me présente, moi c'est Thibaut, donc je travaille dans les équipes internes côté Google Cloud de cybersécurité, dans une équipe Office of the CISO, donc j'ai jamais trouvé de belles traductions françaises. On a globalement deux missions principales, hein. La première, c'est de coordonner des groupes de travail internes pour la sécurité de nos solutions, et la deuxième, c'est de travailler avec nos clients pour les aider dans leur stratégie de cybersécurité lorsqu'ils basculent vers un cloud public. Comment est-ce qu'ils doivent évoluer dans leur vision pour vraiment pour tirer bénéfice des techno-clouds en termes de sécurité. Et bonjour à tous, donc Leslie Mérine, j'accompagne Thibaut sur les sujets notamment de transformation. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers mois, vous avez vu qu'on a publié aussi un CISO Survey où en fait on pose un certain nombre de questions aux différents CISO autour du cloud et on publie les résultats. Donc c'était le premier cette année, donc c'est aussi un projet qu'on mène ensemble depuis la France. Merci. Alors, quand on parle vraiment en sécurité de la chaîne d'approvisionnement, voilà, vos développements internes, hein, sans doute, à part quelques exceptions, mais lorsque vous développez du logiciel en interne, ça ressemble un petit peu à un jeu de Lego. Donc, vous avez des briques, que ce soit des briques, vos anciennes briques que vous réutilisez, évidemment des logiciels open source que vous prenez, des développements que vous confiez à des prestataires, et ensuite vous rassemblez tout ça et vous essayez de mettre un lien qui a on va dire une cohérence fonctionnelle et une fonctionnalité, et vous essayez que ce soit le plus solide possible. Et donc vraiment voilà, le rôle maintenant de vos équipes de développeurs, c'est de faire ce lien. Et quand on voit évoluer voilà, ces fonctions de développeur avec l'IA, le vibe coding, on reste dans la même idée, hein. On ne repart pas de zéro pour coder une application. Les agents d'IA prennent également ces briques-là et essayent de les assembler. Alors, je ne sais pas si au fond vous voyez, alors c'est une configuration un peu particulière, hein. Pour une présentation on a des petits écrans, mais du coup ça vous fait un test ophtalmo gratuit au FIC. Voilà un peu comment on a réussi à schématiser une pipeline de développement logiciel, hein. Donc depuis le développement par vos équipes ou par une IA, peu importe, on a un code source, on va le compiler en prenant des bibliothèques externes, on va le déployer, le stocker, et puis ensuite il va tourner en production et être utilisé par nos clients, par nos employés, par nos utilisateurs. Et en fait, à chaque étape de ce chemin, il y a des risques et des attaquants qui peuvent essayer ou compromettre le code pour notamment insérer des backdoors. Alors, on va beaucoup parler, hein, d'attaques malveillantes. Il faut quand même garder en tête que ce n'est pas forcément de la malveillance. Il peut y avoir simplement du code mal écrit, des erreurs logicielles. Rappelez-vous Log4j, hein, en 2021, ce n'était pas de la malveillance, c'était voilà, un bug dans une bibliothèque. Donc voilà. Mais
on va quand même s'intéresser beaucoup un petit peu aux attaques qu'on a vues les dernières années. Alors, pour vous illustrer un petit peu ce qu'on a vu, voilà, on a repris quelques attaques qui ont un peu défrayé la chronique sur ces attaques de supply chain. Alors, si on part du tout début, c'est une que j'aime beaucoup, hein, c'est XZ Utils, il y a en 2024. Alors, je ne sais pas si vous êtes, je pense que vous en avez entendu parler au moins. Le principe, moi, j'ai trouvé assez malin. Hein, c'est des attaquants qui ont intégré des équipes de développement open source, hein, notamment une bibliothèque de compression, et ils ont patiemment attendu, on va dire, de monter en grade au sein de ce groupe de développement jusqu'à avoir les droits pour écrire du code et le committer dans le package. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez comment ça a été découvert, mais un ingénieur de Microsoft a essayé de recompiler son programme, hein, qui utilisait, il était un des tout premiers à télécharger la version piratée de cette bibliothèque. Et en fait, il s'est aperçu qu'à l'exécution, il avait perdu quelques millisecondes. Alors on a eu la chance de tomber sur lui parce que je pense que pour la plupart des gens, ils se seraient dit, bon, les quelques millisecondes, c'est pas grave. Mais il a voulu comprendre pourquoi. Il a détricoté son programme, il a vu que cette bibliothèque avait été mise à jour, il a essayé de comprendre pourquoi cette mise à jour avait comme conséquence ces quelques millisecondes de latence, et il a trouvé ce code qui n'était pas normal et ça a été arrêté. Donc heureusement, on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là, et ça a été arrêté à temps avant d'être complètement diffusé. Ensuite, on a alors sur, on va dire, l'étape d'après, on a eu alors il y a quelques années PHP. À l'époque, PHP utilisait ses propres serveurs Git, et donc qui avaient été compromis, et donc des attaquants ont réussi à modifier quelques packages. Évidemment SolarWinds. Alors SolarWinds aussi, bon, on a tous entendu parler, hein, donc cette compromission de cet outil Orion de l'éditeur SolarWinds. Et là, ça avait été assez subtil, hein, puisque c'était au niveau du compilateur que les attaquants s'étaient installés. Et en fait, quand un code source arrivait au compilateur, ils modifiaient le code source à la volée pour compiler. En fait, ils récupéraient voilà, un bout de code qu'ils inséraient dans le code source pour compiler cette version malveillante et insérer cette backdoor. Donc le code source dans les repos était parfaitement propre, et c'est vraiment au niveau de la compilation que ça arrivait. On a également on peut avoir des problèmes sur les dépendances externes. Alors, il y a une attaque Chayoulou de l'année dernière. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a un excellent épisode il y a quelques semaines de No Limit Sécu qui en parle, et qui en parle bien mieux que moi. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. En revanche, là, bon, c'est des slides que j'ai fait il y a quelques jours. Hier, il y a eu une nouvelle attaque vraiment similaire à Axios. Vous avez un blog de WIS sur le sujet, donc le principe est le même, hein, on va modifier des packages qui seront appelés et qui seront ainsi insérés dans le logiciel. Et voilà, alors on avait aussi l'attaque de l'account takeover, la prise de compte d'un développeur, hein, qui s'appelait Quix, qui avait pas mal de droits sur certains packages, et qui a permis à des attaquants de modifier, alors une vingtaine, hein, mais ça suffit pour propager certaines attaques. Donc voilà, en fait, à chaque étape, il faut bien garder en tête que chaque étape est importante, et à chaque fois, on peut avoir ce type de risque. Alors bien sûr, cette chaîne logicielle, elle va s'appuyer sur du matériel, hein, ça reste du code informatique, ça va tourner sur quelque chose. Et donc, il faut également qu'on ait confiance dans notre plateforme matérielle et dans l'infrastructure qui va faire tourner ce code. Alors, la question qu'on s'est posée chez Google, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un intercepte le matériel avant qu'il atteigne le data center pour installer un micro-logiciel, un BIOS malveillant. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, hein, depuis à peu près une dizaine d'années, on a commencé en 2017, c'est insérer vraiment qu'on appelle ça une racine matérielle, une puce, hein, qui s'appelle la puce Titan, qui est un petit peu l'évolution du TPM. Alors, ce n'est pas vraiment un TPM, c'est-à-dire que ce n'est pas une puce qui est appelée par le processeur pour des opérations de crypto, pour stocker une clé, pour vérifier une signature. C'est vraiment un processeur, c'est le premier processeur qui démarre lorsqu'on démarre un serveur dans un de nos data centers. Et ensuite, il va vérifier que le BIOS est intègre,
que le processeur n'a pas été compromis, et il lance ensuite toute la chaîne d'allumage jusqu'au démarrage de l'application. Donc c'est vraiment cette puce. Alors on a utilisé, alors c'est une puce dont on va dire l'architecture matérielle est maintenant disponible en open source. Alors initialement on l'a déployé dans nos data centers. Pour ceux d'entre vous qui ont un téléphone Pixel ou un Chromebook, vous retrouvez une autre version, hein, la version M2 de cette puce, également dans le matériel. Et c'est, encore une fois, une version à peu près similaire, type FIDO, qu'on donne à nos employés pour l'authentification double facteur. Donc voilà. Donc c'est vraiment cet ancrage matériel qui nous permet d'avoir confiance dans notre logiciel. Alors une fois qu'on est confiant dans le logiciel, comment est-ce que nous on a mis en œuvre cette sécurité dans la chaîne d'approvisionnement? Donc on a développé un cadre qui s'appelle Salsa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a une nouvelle version qui est sortie il y a quelques temps. Alors auparavant, Salsa était sur 4 niveaux. On l'a un petit peu simplifié. Maintenant, vous verrez, c'est 3 niveaux. Et donc, on va vraiment gérer tout ce qui est code source, les dépendances et bien sûr la manière dont est compilé, dont est fabriqué l'artefact, le binaire. Donc, il y a 3 niveaux, basiquement. Le premier niveau, c'est on connaît les dépendances et on a une visibilité sur ces dépendances-là. Le deuxième niveau, c'est qu'on est capable de les attester, de les garantir de manière crypto. Et le troisième niveau, c'est on va un petit peu au-delà, on durcit également tout ce pipeline là, que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire qu'on s'assure que personne n'a des droits pour modifier une opération, ou en tout cas sans que ce soit détecté. On s'assure que lorsqu'on a plusieurs compilations successives, par exemple, un process ne soit complètement étanche par rapport à un deuxième. Enfin, voilà, il y a toute des notions de durcissement sur cette chaîne. Alors, il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années, là, quand j'ai commencé à bosser dans la cyber, il y a toujours des grands débats sur est-ce que l'open source est plus sécurisé qu'un code fermé. Alors, il y avait souvent des camps, des discussions très animées entre les deux camps. Bon, je pense qu'heureusement, aujourd'hui, on est passé au-delà de ce débat. On travaille, nous, comme beaucoup d'entre vous sans doute, avec des bibliothèques d'open source. En revanche, qui dit open source ne dit pas code sécurisé ou forcément code de confiance. Donc on l'a vu, hein, il peut y avoir de la malveillance, il peut y avoir des erreurs dans le code, donc c'est également quelque chose qu'il faut regarder de près. Ensuite, l'autre enjeu, donc on en a parlé un petit peu dans Salsa, c'est que je pense que maintenant, globalement, on est tous d'accord sur les principes que j'ai mentionnés, c'est-à-dire avoir une cartographie de ses dépendances, attester que ce qu'on récupère provient bien de la bonne source, n'a pas été altéré, qu'il n'y a pas de problème dans le compilateur. Enfin voilà, tous ces grands principes, on peut se mettre d'accord dessus. En revanche, ce qui est important, et ça c'est vrai, alors c'est vrai pour notre sujet du jour, mais c'est vrai pour n'importe quel sujet en cyber, il faut qu'au-delà des principes, on ait les outils et les processus pour rendre tous ces mécanismes, on va dire fluides, accessibles. J'aimerais presque dire transparent, alors je ne vais pas le dire parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de sécurité transparente ou invisible, mais en tout cas la plus accessible possible. Et que ce ne soit pas quelque chose de terriblement compliqué, sinon ce ne sait pas utiliser. Alors on a beau avoir des principes béton, si on n'arrive pas à les mettre en œuvre, ils ne servent à rien. Donc c'est pour ça qu'on a lancé, alors on n'est pas les seuls à avoir fait ça, hein, pas dans notre coin, mais on a l'initiative de pas mal de projets pour, on va dire, augmenter le niveau de sécurité du code open source. Alors je vous en ai mis 3, hein. Il y a Sigstore. Alors Sigstore, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour justement gérer ses signatures. Il y a une autorité de certification pour des certificats de signature temporaire. Il y a des registres de transparence, donc on a lancé ça avec une université, avec Red Hat. Il y a OSV, donc un scanner de vulnérabilité pour le code source. Et un autre qui s'appelle Guac, c'est pour ça que ça ressemble à un petit avocat là sur la droite. C'est vraiment pour arriver à faire des arbres de dépendance et à comprendre les dépendances au sein d'un projet et pour avoir vraiment cette visibilité sur la cartographie.
Et également, GUAC aussi permet de faire on va dire des analyses d'impact en termes qu'on appelle ça de périmètre de blast radius, de périmètre de déflagration. Je dis, voilà, si vous avez un problème sur un élément, comment ça va se propager au reste. Ça, c'est un élément très important. Alors, tout ce qui est dépendance, hein, vous avez entendu parler des SBOM. Je pense que c'est un concept qui est clair pour vous. Hein. Donc, ça vient du concept du monde de l'aéronautique, hein, qui avait des bill of material, qui étaient capables d'identifier chaque pièce d'un aéronef. Voilà, voilà, il y a le pendant côté logiciel pour être capable vraiment de pouvoir identifier toutes ces dépendances. Et encore une fois, c'est vital. Hein. Ceux qui ont vécu Log4j je crois que c'était en mi-décembre 2021, quelques jours avant Noël, la première question de la plupart des organisations était de savoir est-ce que j'ai ce logiciel dans mon SI. Bon, en général, c'était oui, parce qu'il était quand même très largement utilisé. Où ça? Est-ce qu'il est actif? Est-ce que j'ai juste embarqué le code au cas où il me serve un jour, ou est-ce qu'il est vraiment actif dans mon application? Et surtout, sur quelles applications? Est-ce que c'est des applications critiques et lesquelles je dois traiter en premier? On est le 23 décembre, mes ingénieurs sont tous en train de préparer la dinde. Lesquelles applications doivent être traitées en particulier? Et ça, on va dire, c'est possible. Enfin, tout est possible, mais c'est largement vous faciliter de la vie si vous avez ce type de SBOM, je sais pas comment, de liste. Donc voilà pour un petit peu sur la sécurité du logiciel. Un dernier point sur ce qu'on appelle chez nous le binary authorization, donc l'autorisation binaire. C'est comment est-ce qu'on garantit que sur notre infrastructure ne tournent que des logiciels qui sont autorisés. Ce qui est un petit peu, on va dire, la dernière étape logique lorsqu'on a garanti la construction intègre d'un logiciel, comment on s'assure que seuls ces logiciels-là sont autorisés à tourner. Alors d'abord une remarque, chez Google, on a un peu une obsession, c'est le passage à l'échelle. Quand on pose un contrôle de sécurité sur l'infrastructure, alors comme tout le monde, hein, on s'assure qu'il répond bien à un risque, qu'il fonctionne correctement, voilà, qu'il est efficace. Mais surtout, on a une question, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce contrôle passe à l'échelle. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vais vous faire une devinette. Est-ce que vous avez une idée de combien est-ce qu'on fait de change en termes de pipeline de développement? Combien on fait de change à peu près en 24 heures sur notre infrastructure, globalement? 5 à ma gauche. C'est plus. Pardon? J'ai pas entendu. 100 000. J'ai entendu 100 000 à ma droite. Des milliers. Bon. 35 millions à peu près, en 24 heures. 35 millions. Ça veut dire à peu près 400 par seconde. Donc quand on a... donc évidemment, ce que je vous ai présenté avant, il faut être capable de l'automatiser. On a beau être nombreux dans l'organisation, on n'est pas assez nombreux pour faire ça à la main. De la même manière, lorsqu'on va lancer des conteneurs, on lance à peu près en 24 heures, on doit lancer 300 millions de conteneurs. Voilà, on a un système qu'on appelle Borg en interne, qui est un peu un orchestrateur de conteneurs. Il faut que ce soit automatisé. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces images. Hein. On a chez nous, alors c'est pas simplement pour arriver à caser une photo de chaton, mais on a un peu cette philosophie, hein, from pet to cattle. Donc on ne va pas s'occuper de nos conteneurs, de nos binaires, comme on s'occupe d'un animal de compagnie, mais on va traiter ça de manière industrielle, pour être capable de passer à l'échelle. Et donc cette autorisation binaire va nous permettre déjà de s'assurer que toutes les règles qu'on a imposées, tout le cadre de développement a bien été respecté, qu'on a passé tous les tests, et qu'on a une garantie aussi de toutes les provenances qui ont été intégrées dans ces conteneurs. Et encore une fois, on repart, donc on est parti de la confiance matérielle, hein, avec cette clé, cette puce crypto qui départ en début de démarrage de serveur, jusqu'à cette autorisation binaire.
Un dernier point, et puis après on passera sur une autre partie, sur la CMDB. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui de CMDB, hein, donc de cette base de données de vos assets, de vos actifs dans votre infrastructure? En général, quand on discute avec des clients, alors pas forcément sur le sujet de la chaîne d'approvisionnement, mais quand on parle opération de sécurité, lorsqu'on parle de SIEM, lorsqu'on parle de SOC, on tombe mais quasiment tout le temps sur le même problème, c'est comment est-ce que vous avez une CMDB à jour? Alors, je ne sais pas si vous avez une CMDB à jour, quelle confiance vous avez dans votre CMDB, mais souvent on dit, bon, c'est à peu près, on voit à peu près, mais on a rarement du 100%. Alors, pourquoi on a rarement du 100%? C'est que souvent, on n'a pas d'automatisation de cette CMDB. C'est souvent des choses qui sont faites a posteriori. On découvre a posteriori des choses et on enrichit cette base. Et donc, avec après tous les problèmes que ça a pour contextualiser un événement de sécurité, savoir avec quelle urgence il faut traiter une alerte, etc. Et alors nous, on se sert beaucoup, et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, on se sert beaucoup de cette autorisation binaire pour mettre à jour justement une CMDB interne et être capable de s'assurer que ce qui tourne sur notre infrastructure, donc notamment à respecter, voilà, le binaire a bien respecté les règles, mais on a également cette trace, et seule cette trace, puisque après voilà, tout ça c'est signé de manière cryptographique, seuls les éléments qui ont passé qui sont dans cette base tournent bien sur l'infrastructure. On va changer un peu de sujet et parler de l'IA, et puis vous verrez qu'en fait, il y a quand même beaucoup de similarités, mais il y a quand même quelques différences aussi. Alors bon, je ne vais pas être très long là-dessus. Évidemment, on parle beaucoup de l'importance de la donnée, que ce soit les données d'entraînement des modèles, les données de validation des modèles, les données qui sont liées à l'inférence pour le contexte, etc. Donc on change un petit peu on ne s'intéresse pas simplement à l'intégrité d'un code, mais également à l'intégrité des données. C'est des systèmes qu'on a du mal à inspecter de manière, on va dire, déterministe. Hein. On a souvent ces effets de boîte noire. En revanche, on retrouve aussi cette logique de SBOM, alors qu'on peut appeler de Model Bill of Material, mais lorsqu'on a maintenant de plus en plus de modèles qui vont interroger d'autres modèles ou qui ont été on va dire, ça peut être des réentraînements ou des réentraînements de modèles fondationnels. Donc voilà, comment est-ce qu'on gère les dépendances qui existent et comment est-ce qu'on cartographie ces dépendances sur des systèmes d'IA. Je vais laisser la parole à Leslie maintenant pour la suite. Allez, on a une petite vingtaine de minutes pour passer sur la partie IA. Peut-être une question à main levée pour vous réveiller avant de commencer. Qui utilise de l'IA dans son organisation ? C'est facile. OK. Et qui utilise des modèles d'IA qui ont été fine-tunés ou des modèles qu'on appelle ouverts, qui ont été téléchargés et que vous avez installés vous-même chez vous? Oui, nous aussi, forcément. Donc il y en a un petit peu moins. OK. Et du coup, qui est familier avec les sujets de supply chain d'IA, comme ce qu'on vient de partager là sur la partie logicielle? Est-ce que c'est déjà des sujets qui ont été explorés dans vos organisations? J'ai un comme ça là-bas. Ok, super. Bon, on va essayer d'avancer un peu sur cette partie-là. Ce qu'on vous présente aujourd'hui sur la partie IA, ça fait l'objet d'un papier de recherche qui a été publié par nos équipes il y a quelques mois maintenant. On vous mettra, je crois, le lien à la fin. Sinon, vous passerez sur notre stand, on vous le donnera. Ce qui vous permettra aussi de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on va pouvoir faire ici en une vingtaine de minutes. C'est un petit peu ambitieux. Alors, pour les gens du fond, ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'analogie de la supply chain pour le développement ou pour l'entraînement d'un modèle. On a vu tout à l'heure que lorsqu'on va développer du logiciel, on a toujours notre développeur. Donc là, maintenant, c'est un data scientist ou un ML développeur, mais on a toujours notre développeur qui est là. On a toujours du code. Thibault le mentionnait un petit peu avant, même si le code a un petit peu moins d'importance lorsqu'on va développer des modèles, on a toujours du code, notamment du Python. On a toujours des infrastructures, parce qu'on va forcément avoir notre chaîne aussi de build, si on peut l'appeler comme ça, qui va être notre chaîne d'entraînement également du modèle. Les artefacts qui vont être générés dans le cadre de cet entraînement, ils vont être aussi stockés quelque part dans l'infrastructure. Donc ça, c'est à peu près similaire avec ce qu'on peut voir sur du développement logiciel classique.
Ensuite, ce que la chaîne d'approvisionnement IA va apporter de nouveau, alors ce schéma est un petit peu simplifié, c'est qu'on ne va plus effectivement, comme le disait Thibaut avant, builder un binaire applicatif ou une image Docker, mais on va venir builder un modèle qui est en fait un ensemble d'artefacts. On va avoir les poids d'un côté, on aura effectivement le dataset qui va être utilisé pour l'entraînement, on va avoir la configuration, les paramètres, les hyperparamètres, il y a pas mal de choses dans le package au sens large de ce qui va être utilisé pour derrière déployer effectivement ce modèle sur l'infrastructure d'inférence. Un point qui est important aussi, c'est la donnée. Là où quand on développe du logiciel, le code, les logiques qui sont dans le code, c'est vraiment effectivement ce qui va définir comment le logiciel fonctionne. Là, j'enfonce un peu une porte ouverte. Dans le cas d'un modèle, c'est non déterministe, ce qui veut dire que la donnée effectivement d'entraînement a une importance qui est primordiale lorsqu'on va effectivement développer des modèles. Un point qui est aussi important, c'est qu'on va avoir dans le cadre effectivement de cette supply chain ce qu'on va appeler des frameworks, qui sont en général open source et tiers, pour justement faire l'entraînement du modèle et aussi pour effectivement pour faire l'inférence également du modèle. Pardon. Typiquement, lorsqu'on va parler si on parle de PyTorch, de JAX par exemple, ce sont des frameworks qui sont plutôt open source, qui vont être utilisés par les équipes pour pouvoir justement entraîner et ensuite pouvoir publier ces modèles. Un point qui est important, et c'est en lien aussi avec on va dire, les solutions tiers lorsqu'on fait du développement applicatif classique, c'est qu'on ne va pas en général entraîner un modèle from scratch. Soit vous utilisez un modèle propriétaire, j'en parlerai un petit peu après, comme Gemini, ChatGPT ou autre, soit pour les quelques-uns dans la salle qui ont effectivement téléchargé un modèle, fait du fine-tuning et autres en local ou sur des plateformes d'AI as a service, vous allez en fait utiliser un modèle qui existe déjà, qui a été pré-entraîné, et vous allez derrière changer un certain nombre de poids dans ce modèle-là. C'est là où la partie supply chain a tout son sens, parce que finalement, on part encore une fois de quelque chose qui a déjà effectivement été développé par quelqu'un d'autre. C'est là où c'est également important d'avoir en tête les différents types de modèles sur le marché. Alors peut-être que j'enfonce des portes ouvertes pour certaines personnes dans la salle, mais je pense que c'est important d'en reparler. C'est qu'on a aujourd'hui 3 types de modèles, si on peut le dire comme ça simplement. Les modèles propriétaires, dont je parlais avant, Gemini, ChatGPT, Claude, etc., d'Anthropic. Vous allez avoir des modèles qu'on va appeler des modèles ouverts au niveau des poids, open weight, ou si on fait l'analogie avec la cuisine, un modèle propriétaire, vous allez au restaurant, vous ne connaissez pas le chef, mais vous consommez effectivement ce que le chef vous donne au restaurant. Sur les modèles avec les poids ouverts, vous avez accès au chef, vous avez accès à ce qu'il va vous proposer, vous avez accès à sa connaissance. En revanche, vous ne savez pas comment est-ce qu'il a été formé. Et vous n'avez pas les livres de recettes sur lesquels il s'est appuyé. Ensuite, vous avez les modèles qu'on appelle open source. Et dans ce cas-là, vous avez accès donc, au modèle, donc au code d'entraînement, également au dataset et au poids. Donc là, concrètement, vous avez accès à l'ensemble de la chose et vous pouvez dupliquer le chef si vous voulez. Donc c'est important d'avoir effectivement ça en tête parce que lorsque vous allez avancer sur les sujets de supply chain, il faut savoir effectivement où est-ce qu'on se positionne et du coup où sont les risques. Je regarde le temps. On va passer rapidement là-dessus, mais idem lorsqu'on parle de risque, et du coup désolé pour les gens qui sont un petit peu loin, c'est un peu petit, mais idem ici on a des similarités entre le développement traditionnel et le développement du coup de modèle IA. Les développeurs vont continuer à faire du code, donc ils peuvent toujours développer de façon non sécurisée, ça ne change pas. La mauvaise configuration des infrastructures d'entraînement ou d'inférence, ça existe toujours. Parce qu'à un moment donné, comme je le disais avant, le package qui va être délivré lorsqu'on va entraîner un modèle, il peut être stocké sur un bucket qui est non sécurisé. Donc cloud ou on-prem, peu importe, mais ça reste effectivement les mêmes types de risques. Une saveur particulière sur l'IA, et on a mis quelques exemples ici, dont certains sont plutôt récents. Il y a pas mal de vulnérabilités. Je parlais tout à l'heure des bibliothèques tierces ou des frameworks. Donc je ne sais pas si vous connaissez des modèles hub comme Hugging Face, Kaggle par exemple. Côté GCP, on a un modèle Garden. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal d'attaques là-dessus qui ont fait effectivement la une de la presse, notamment la plus récente qui a été découverte par Unit 42, qui est une équipe de Palo Alto, où il y avait une vulnérabilité dans les bibliothèques open source Python. Donc c'était Nemo et Unit2S par exemple, qui en fait venaient s'activer au moment où le développeur va
télécharger le modèle, il va chercher à le charger sur son ordinateur, et en fait, il y a du code qui va être exécuté à ce moment-là pour aller parler avec un serveur de command and control. D'où l'importance d'avoir aussi la confiance dans les modèles qu'on va venir télécharger sur ce type de plateforme. On a eu pas mal d'autres exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur des packages aussi de modèles malicieux, où pour le coup, l'idée, c'est aussi de venir tenter de compromettre la machine du développeur. Idem, là, ce n'est pas une vulnérabilité, mais c'est vraiment le modèle qui a été développé par des acteurs malicieux, qui a été posté sur ces marketplaces et qui a du coup un comportement qui est malicieux, toujours au même moment, quand le développeur va venir charger le modèle sur son ordinateur, il y a du code qui va être exécuté, du code Python. Un dernier exemple que j'ai trouvé intéressant, alors ça date un petit peu plus maintenant, mais c'est une équipe de chercheurs français qui avait déployé alors c'était sur Hugging Face aussi, désolé, Poison GPT. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes dans la salle, mais en gros, ils avaient pris un modèle qui était bien connu, qu'ils avaient téléchargé eux-mêmes. Ils avaient, alors je vais le dire très simplement, mais fine-tuné un petit peu le modèle pour lui faire répondre à des questions de façon détournée sur certains types de questions. Typiquement, lorsqu'on lui posait la question de où est la tour Eiffel, la réponse c'était Rome. Et c'est simplement une preuve de concept pour montrer qu'on peut effectivement télécharger un modèle qui est légitime à la base, le modifier, potentiellement le retélécharger avec un nom qui ressemblait un petit peu au modèle officiel qui était effectivement publié sur la plateforme, et d'avoir des gens qui vont télécharger ce modèle pour pouvoir derrière diffuser des fausses informations. Un dernier volet là-dessus, sur la droite du coup du schéma, j'ai parlé tout à l'heure d'infrastructure d'inférence ou d'AI as a service. Donc vous avez le choix, si vous téléchargez des modèles que vous les fine-tuner ou pas d'ailleurs en interne, derrière il faut les faire tourner quelque part. Il faut avoir des GPU, des TPU si vous utilisez les technologies de Google par exemple. Il y a certaines plateformes qui existent d'AI as a service et on a eu également des exemples de compromission d'infrastructures d'inférence. Parce que typiquement, ces infrastructures, elles sont aussi mutualisées. Et ça revient à ce que je disais un petit peu avant. Les attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé cette fameuse capacité à exécuter du code lorsque le modèle est chargé pour pouvoir le charger sur des infrastructures mutualisées et du coup prendre le contrôle de l'ensemble de l'infrastructure et se balader chez d'autres clients. Tout ça, ça a été fixé, mais c'est juste pour vous donner un petit peu de perspective sur ces aspects-là. Un dernier point, je pense qu'on a tous entendu parler ici de CloudBot, Modbot, OpenClaw, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. On a aussi l'avènement des agents, donc sur la droite du schéma, où on a effectivement l'inférence en production et on a effectivement derrière la capacité à venir servir ce modèle dans une application, dans un agent. Des choses qu'on a vues aussi assez récemment, c'est des... Alors, je ne sais pas si vous faites du anti-gravity ou du Cloud Code ou ce type de choses-là dans la salle. Je pense qu'il y en a certains. Vous avez des capacités dans le cadre de ces solutions d'agents vibe coding, par exemple, d'ajouter des skills. Ce qu'on a vu avec OpenClaw, c'est des skills malicieuses, parce que souvent ces skills qui sont en fait des espèces de modes opératoires à donner à l'agent lorsqu'il va effectivement intervenir sur votre ordinateur. On a retrouvé effectivement ces skills-là malicieuses sur des sites communautaires. Parce que globalement, les gens téléchargent des skills, ne regardent pas ce qu'il y a dedans, les chargent en disant ça a l'air vachement cool, et en fait les skills vont venir faire des choses malicieuses sur l'ordinateur. Donc ça pour dire que la chaîne d'approvisionnement est vraiment complète, et là on l'a étendue un petit peu, c'est moi qui ai modifié le slide sur les deux derniers points, les derniers points ils n'existaient pas, à la base on a juste rajouté effectivement, parce qu'on a à la fin quelque part ces modèles qui sont exposés au travers des agents et des applications. On a essayé de calquer le modèle de responsabilité partagée du cloud. Je pense que ça parle à certains d'entre vous qui ont déjà fait du cloud. Donc si vous faites du IaaS, du PaaS ou du SaaS, le client et le fournisseur est plus ou moins responsable de certaines parties de la sécurité de l'infrastructure. L'idée, effectivement, c'est de se dire que plus le développement du système est à la main de l'organisation, plus les contrôles sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement seront portés par celle-ci. J'en parlais un petit peu avant lorsqu'on a fait l'exercice de main levée. Si je fais du fine-tuning, si j'héberge mon modèle open source ou open weight sur mon environnement, a priori je porte en tant qu'organisation plus des responsabilités sur la sécurité qui est à mettre en place d'un point de vue supply chain. J'entends bien, je reste sur la partie supply chain, on ne parlera pas de jailbreak de modèle ou autre, même si ça peut être intégré en termes de protection dans la supply chain, ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Dans le cas d'utilisation de modèles, cette fois-ci propriétaires, donc déployés sur des plateformes cloud, comme Gemini par exemple, le travail, ça sera davantage un effort d'assurance, sécurité,
et en gros de construction de la confiance dans le fournisseur. Parce que comme on le disait avant, si je fais mon analogie avec le restaurant, j'ai confiance dans la capacité effectivement du restaurant à faire quelque chose de qualité. Je ne vais pas forcément aller en cuisine pour voir ce qui se passe. Donc il y a vraiment effectivement ces deux aspects à prendre en compte en fonction de si vous développez vous-même vos modèles, si vous fine-tunez vous-même vos modèles que vous aurez téléchargés, ou si vous utilisez des modèles qui sont déjà sur étagère, type Gemini ou ChatGPT. Donc il y a vraiment une approche qui est un petit peu différente à avoir d'un point de vue sécurité pour les gens qui font notamment du risk management. Alors je suis désolé, je suis obligé de faire un peu de pub pour Google, mais aujourd'hui, alors c'est moi qui parle, mais on est le seul acteur du marché d'un point de vue supply chain à proposer en first party, donc ce qui nous appartient, l'ensemble de la chaîne. On a nos propres data centers, on a nos propres serveurs que l'on design, nos propres TPU. On utilise aussi du NVIDIA, hein, des GPU de NVIDIA, mais on a nos propres Tensor Processing Units qui font effectivement entraîner et tourner nos modèles. On parle beaucoup de data. À un moment donné, les datasets d'entraînement sont en général, lorsqu'on est dans les organisations matures, sortis des data platforms. Donc on a nos propres data platforms également, nos propres modèles. Gemini qui est le modèle propriétaire, des Gemma par exemple sur des modèles plutôt open weight, mais on est aussi ouvert avec le modèle Garden qui permet de faire tourner des modèles tiers également sur Google Cloud Platform. On a la plateforme d'IA qui s'appelle Vertex, pour si tout le monde ne connaît pas. Et enfin, on a également toutes les capacités à déployer des agents, donc avec un agent de development kit par exemple, de l'agent engine qui permet de faire tourner effectivement des agents dans la plateforme GCP. Et on a des agents un peu spécialisés aussi pour la sécurité, notamment pour la partie SecOps. Un deuxième point qui est important, c'est que lorsqu'on parle notamment de défense en profondeur, toutes ces infrastructures IA, qu'elles soient sur l'entraînement ou sur la partie inférence, elles vont s'appuyer sur des infrastructures sous-jacentes. Donc il faut qu'on ait des data centers qui soient sécurisés, il faut qu'on ait aussi un service cloud de façon générale, je parle pour le Google, qui soit aussi sécurisé. Et là, on va venir retrouver les choses assez classiques de chiffrement, de zéro trust et toute la stratégie qu'on a de cybersécurité depuis déjà quelques années maintenant et que Thibaut a un petit peu partagé un petit peu avant sur l'aspect logiciel. Un point qui est important aussi, est-ce que vous êtes en mesure d'attendre quelque part des fournisseurs d'IA, c'est aussi la notion de responsible AI, typiquement dans les modèles qui sont ceux de Google, et je reviens sur la partie supply chain, hein, sur cette construction de la confiance, c'est aussi d'ajouter un certain nombre de contrôles de sécurité à l'intérieur, que ce soit de l'évaluation de sécurité, du red teaming, de s'assurer qu'il y ait des filtres aussi de sécurité pour ne pas produire du contenu haineux, ce type de choses-là, c'est des choses qui peuvent être intégrées aussi directement dans les modèles. Un point qu'on voulait partager avec vous, alors c'est tout petit, qui est à droite. Thibaut a mentionné Sigstore tout à l'heure, qui permet effectivement de faire de la signature d'artefacts dans le monde du logiciel. Dans le cadre d'une fondation qui s'appelle l'Open Source Security Foundation, on a également des travaux autour de la signature des modèles. Ça utilisera également d'un point de vue technique, d'un point de vue outil Sigstore, mais l'idée c'est d'adapter les principes du Zero Trust au développement des modèles IA. Thibaut a mentionné Binary Authorization, qui est un espèce d'admission controller qui va venir vérifier que tout ce qui tourne en production a été signé cryptographiquement à un moment donné. L'idée, c'est d'aller dans ce sens-là également dans le cadre des modèles. Les problèmes qu'on a, et je pense que tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure Thibaut également, c'est que si on utilise les principes de signature traditionnels sur les artefacts et IA, c'est très difficile. Parce que quand on parle de assets d'entraînement, on parle de plusieurs milliers de gigabits. Et même après l'entraînement, donc les fameux fichiers de poids dont je parlais tout à l'heure et de configuration, on est quand même sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gigabits. Ce qui veut dire que signer ça, c'est un petit peu lourd, surtout si on doit le faire de façon régulière lorsqu'on développe les modèles. Et packager un modèle, il y a des choses qui ont été essayées, packager un modèle dans un conteneur et signer le conteneur, mais en fait c'est juste pas soutenable parce que c'est trop compliqué à faire et ça prend beaucoup trop de temps. Du coup, la solution qui a été définie et qui est toujours effectivement en cours de travaux, c'est de ne pas venir signer le modèle en tant que tel, mais de venir en fait créer un manifeste, et ça revient au Software Bill of Material, c'est de venir en fait prendre le hash de l'ensemble des artefacts qui composent ce package. Donc typiquement, on va venir couper en plusieurs morceaux les poids, donc faire du sharding pour ceux à qui ça parle. Et ensuite, on va venir faire le hash de chaque fichier individuel. Ce hash-là, on va le mettre dans un manifeste et on va venir signer ce manifeste qu'on va venir effectivement mettre à côté du modèle.
Ce qui permet demain d'avoir des capacités de signature de modèles sans avoir la lourdeur d'avoir à signer des fichiers qui sont très 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 gros. Et c'est des choses qui sont open source que vous pouvez aussi utiliser dans vos organisations pour ceux qui font un petit peu de fine-tuning ou de téléchargement de modèles open weight que vous voulez effectivement fine-tuner. Et l'idée du coup derrière, parce qu'on a toujours un esprit communautaire, c'est aussi de venir proposer cette signature-là au sein des marketplaces. Donc sur Hugging Face, sur la marketplace de Nvidia dont j'ai oublié le nom, sur Model Garden, sur Kaggle, vous allez en fait simplement avoir la plateforme qui va vérifier la signature. Du coup, vous savez quelle organisation a signé tel modèle lorsque vous le téléchargez. Et après, charge à vous ou pas de le revalider une fois que vous avez téléchargé le modèle pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de problème sur le chemin. Un point qu'on voulait partager avec vous, et je me dépêche parce que le temps avance, c'est aussi quels sont les contrôles que vous pouvez effectivement mettre en place au niveau de vos organisations. C'est juste quelques exemples, parce que vous verrez juste après qu'il y a des papiers qui sont vachement bien là-dessus, donc on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais le premier point, c'est interroger vos équipes de data scientists sur les pratiques concernant, le sourcing des modèles. On a parlé tout à l'heure de Hugging Face, Kaggle, qui sont des super plateformes, mais il y a de tout dessus, donc s'assurer effectivement qu'on a des bonnes pratiques par rapport à ça. Normalement, les fournisseurs de modèles mettent à disposition avec les modèles ce qu'on appelle des model cards. Donc ces model cards, c'est un espèce de document PDF qui est associé au modèle ou qui est directement dans la plateforme type Hugging Face ou Kaggle ou Model Garden, dans lequel vous avez pas mal d'informations sur comment le modèle a été entraîné, quels sont les contrôles de sécurité qui ont été mis en place, quels sont les filtres qui sont à l'intérieur du modèle, ce qui permet d'avoir une description pour pouvoir faire votre analyse de risque notamment. Un deuxième point, les datasets. S'assurer que vous avez une gouvernance par rapport notamment au sourcing de ces datasets. On sait qu'il y a beaucoup de datasets open source qui existent sur des plateformes comme Kaggle par exemple, mais également il y a de tout dessus. Vous savez que si on a un dataset de qualité, on aura un modèle de qualité. Si c'est un dataset qui n'est pas de qualité, ça va être compliqué d'avoir un modèle qui fonctionne correctement, voire on peut potentiellement avoir des données malicieuses à l'intérieur des datasets. Les datasets sont en général très très lourds. Donc c'est assez difficile aussi d'aller voir de façon unitaire sur chaque ligne de la table ce qui se passe à l'intérieur du dataset. Donc bien assurer aussi que vous avez une gouvernance par rapport à ça pour prendre des datasets qui sont des datasets de confiance. Idem sur le suivi des vulnérabilités. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le volet Python. Il y a effectivement également de l'open source qui est utilisé lorsque vous allez entraîner le modèle ou effectivement le proposer à l'inférence chez vous ou chez un cloud provider. Donc s'assurer aussi que vous avez un patch management qui est assez régulier sur ce que les data scientists vont utiliser en termes de bibliothèque open source. Et bien sûr les plateformes sur lesquelles vous allez faire l'inférence, mais ça c'est un petit peu logique. Ça va jusqu'à là? J'ai perdu personne. Ok. Et dernier aspect, du coup, ne pas oublier les fondamentaux. J'en ai parlé plusieurs fois déjà, mais sur la sécu des infrastructures de MLOps, à la fin, le schéma que je montrais tout à l'heure avec la partie supply chain, ça reste de l'outillage. Donc si le contrôle d'accès n'est pas fait correctement, si le chiffrement n'est pas fait correctement, si la sécurité réseau n'est pas faite correctement, la sécurité périmétrique et autres, c'est le même problème qu'avec du développement logiciel classique. On voulait partager avec vous, et on va se faire jeter de la salle je pense, quelques références documentaires, donc je passe très très rapidement dessus. On a publié le Secure AI Framework côté Google, donc c'est le save.google si vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a une partie agent et une partie également IA, donc l'idée c'est de prendre des bonnes pratiques sur ce que Google effectivement préconise là-dessus. Et il y a plein d'autres documentations vachement intéressantes, notamment le MITRE Atlas qui a tout un aspect sur le volet supply chain, avec les types de risques, les types de recommandations, les revues de presse, etc. Et il y a le Clusif qui a sorti un papier hier sur justement des recommandations un peu Kickstarter sur la sécurité de l'IA et la gouvernance. La partie supply chain est également intégrée dedans, donc c'est assez intéressant à prendre en compte. Et Thibaut, je te laisse le mot de la fin. Juste pour la fin, quelques secondes pour terminer. Donc, on vous a présenté déjà voilà, qu'est-ce qu'on fait nous en interne, quelle est notre vision. Alors c'est notamment sur la partie IA vraiment quelque chose qui est en cours de construction. Hein. On est à peu près tous d'accord sur les grands principes. Si vous lisez les guides de l'ANSSI, le guide de la CNIL, voilà, sur protéger les datasets. Maintenant, il faut aussi qu'on travaille au niveau de l'industrie pour fournir les outils, hein, comme on l'a fait sur la partie logicielle, mais fournir les outils pour les concepteurs d'IA pour que ce soit accessible à tous.
Donc voilà, alors on vous a mis un exemple de papier, on commence à faire de la signature de code, on réfléchit sur comment on fait pour l'intégrité dataset, quels sont les risques. Donc voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui est en évolution. On a été un tout petit peu long que prévu, donc on n'a pas vraiment de temps pour des questions malheureusement, mais en fait on peut rester là après, en tout cas près de la salle, et puis n'hésitez pas à passer sur notre stand si vous avez, des questions. Juste pour conclure, donc moi c'est vraiment quelque chose que voilà, sur ces enjeux de chaîne d'approvisionnement, gardez en tête que ce n'est pas réservé aux organisations les plus matures. Hein. N'importe quelle organisation peut commencer à travailler sur des sujets. C'est bien sûr pas un sujet nouveau, mais qui va prendre de plus en plus d'importance, notamment avec l'IA. Et puis surtout, je pense qu'il y a 2 points qui me paraissent fondamentaux là-dessus. Le premier, c'est, je veux dire, comme partout sur tous les sujets cyber, c'est la cohérence. Ça ne sert à rien de vous battre avec vos utilisateurs pour qu'ils utilisent une authentification double facteur si votre appli interne est compromise. Ça ne sert à rien de vous battre et d'aller ausculter votre modèle d'IA jusqu'au fond si vous n'êtes pas sûr n'êtes pas capable de garantir que c'est bien ce modèle qui sera utilisé en inférence avec vos clients. Enfin, voilà. Donc, gardez cette cohérence, voilà. Et puis surtout, c'est une maturité, c'est un chemin. C'est une maturité qui doit être progressive. On est sur le temps long. Donc voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez aussi, qu'est-ce que vous allez demander à vos équipes en rentrant de Lille ce soir ou demain soir. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur notre stand ou juste après. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup.